par eux-mêmes et à faire des choses tout seuls dans leur coin. Donc ils sont en train de vous dire, bon, en fait, on va vous construire un agent sur mesure qui va remplacer 1, 2, 10, 100 personnes dans votre organisation et qui travaillera 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Très récemment, il y a quelques jours dans la presse, ça je crois que c'est un extrait de... c'est Le Monde, voilà, c'est 28 octobre, c'est pas très vieux. Amazon a annoncé qu'ils allaient supprimer 14 000 emplois, mais en fait ça fait partie d'un plan plus large, 30 000. Et que c'était lié notamment, grâce à l'IA, ils vont pouvoir éliminer tout un tas de processus pas très utiles, donc on va supprimer les gens qui les faisaient. Et plus largement, on se dit, voilà, donc là c'est une étude qui a été faite par Goldman Sachs, un quart des emplois seraient menacés. Alors quand on regarde, après il faut regarder un petit peu de quel type d'emploi on parle. Si on regarde par exemple les cols blancs, donc on va dire que c'est plutôt ce qui se trouve sur le haut, déjà les cadres, 30%, ça fait un cadre sur 3 en moins. Les salariés, 1 sur 2 pour on va dire les salariés administratifs. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en dessous, vous avez des choses qui ne sont pas des cols blancs. Parce qu'en fait, l'IA, voilà, on a peut-être des réactions où on se dit, en fait, on va remplacer... je ne sais pas si vous savez, il y a quelques années, je crois que c'était un Anglais qui avait fait un truc sur les bullshit jobs, en disant, oui, on a créé plein de jobs dans les entreprises qui ne servent à rien. C'est eux qu'on va remplacer avec l'IA. Peut-être pas que. Peut-être pas que. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a quand même un mouvement... Tu parlais de robotisation tout à l'heure, les robots, les co-robots. En fait, avec l'IA, on atteint un nouveau système. C'est-à-dire que si vous connaissez un petit peu le monde de l'industrie, vous savez qu'on a des chaînes qui sont robotisées. Ça coûte très cher, c'est très compliqué à mettre en place, ça demande énormément de réglages. C'est pas très souple, c'est pas très agile. Si vous voulez changer votre production, vous voulez changer votre batch de production, il faut faire des réglages, il faut des gens très spécialisés qui font ça, ça prend du temps. Aujourd'hui, vous couplez ça avec des IA, les IA vont faire une partie de ce travail-là et le rendre beaucoup plus rapide. Donc on peut de plus en plus automatiser des choses qui vont être des petites séries, qui vont être des choses complexes, qui vont être des choses agiles. Et donc se passer d'ateliers sur lesquels on faisait travailler des humains qui faisaient ces tâches qui nécessitaient une agilité et une souplesse que n'avaient pas les robots jusqu'à présent, ou tout du moins qu'ils avaient moins. C'est un exemple tout bête, ça se fait déjà énormément dans le milieu de la logistique, les inventaires qui maintenant se font avec des drones. Alors ce qui est génial, c'est que le drone, il peut voler plusieurs fois par jour dans les allées, il scanne tout très rapidement, et vous avez un opérateur. Moi, j'ai commencé ma carrière, je faisais les inventaires le 31 décembre avec le transpalette à descendre les palettes une par une pour les scanner. Ça va un petit peu plus vite. Alors c'est super, peut-être qu'il y aura moins de gens qui passeront leur 31 décembre au boulot, parce que c'est pas le meilleur moment. Pour autant, là, vous avez un opérateur, vous avez 4-5 drones qui tournent, vous avez un ordinateur, un programme, et ça vous fait votre suivi des flux en live. C'est génial d'un point de vue gestion de l'entreprise. D'un point de vue de l'emploi, ça ne demande pas les mêmes compétences si vous formez aux opérateurs. Et puis, vous en avez beaucoup moins, d'ailleurs. Et puis, vous l'avez entendu, on a notre ami Elon Musk qui vient de se faire attribuer une possibilité de rémunération absolument délirante. Et dans ce plan, pour qu'il touche cette rémunération totalement délirante, qui, si je ne me trompe pas, est d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Bref, un de ses objectifs, c'est de développer la partie robotique. Parce que Tesla y croit beaucoup. Parce qu'ils ont des moyens pour ça. Et donc, on va vers quelque chose qui sera de plus en plus robotisé et où même les jobs qui sont aujourd'hui accessibles à des personnes qui finalement ont un niveau d'études, un niveau de compétences, même un niveau de connaissance de la langue. Moi, je me rappelle à une époque, quand on a embauché les gars pour faire le boulot que font les drones là, on avait des critères très simples. Ils savent lire, ils savent écrire, ils savent compter. Voilà, ça s'arrêtait là. En fait, tout ça, ça peut être fait par aujourd'hui des machines couplées à des IA. C'était complètement intouchable il y a encore 4-5 ans parce que c'était pas valable. Aujourd'hui, ça l'est. Oui. C'est 1000 milliards. Ouais, c'est des chiffres trop gros pour moi. Ah oui. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que 1000 milliards. Non, 1000 milliards, c'est tellement fou comme chiffre que c'est... Ouais, c'est un objectif. C'est un objectif. Moi, je dis qu'il faut être ambitieux. En tout cas, visiblement, ils le sont. Et puis, donc là, on s'est dit, bon, ok, les cols blancs sont touchés, les cols bleus sont touchés, et puis il y a quand même une population qui va peut-être l'être un petit peu plus. Et alors, ici, ce soir, on est dans une école, et là, je pense qu'il y a une responsabilité du corps enseignant et de l'enseignement supérieur là-dessus qui va être énorme.
Stanford, qui est une université qui est relativement sérieuse dans ses études, voilà, dans une étude donc, qui est très récente, août 2025, qui dit « Nous constatons que depuis l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle générative, les jeunes actifs âgés de 22 à 25 ans exerçant les professions les plus exposées à l'IA ont connu une baisse relative de 13% de leur taux d'emploi. » Bon, on sait que déjà l'emploi des jeunes diplômés n'est pas ce qu'il y a de plus florissant. Ce n'est pas un avantage là avec l'arrivée de l'IA. Ce qui est assez paradoxal quand on y pense. Parce que d'un côté, on a des générations plus âgées dans l'entreprise qui vont peut-être avoir des difficultés à se saisir de l'outil numérique nouveau, des nouvelles façons de travailler, qui peuvent peut-être être dans du pushback parce que ça ne leur plaît pas. On a des jeunes générations qui sont beaucoup plus habituées à ces usages-là, qui l'ont déjà intégré à leur façon de travailler et qu'on ne va peut-être pas laisser rentrer dans l'entreprise. Donc c'est quand même assez paradoxal. Et j'avais un article qui était très intéressant qui est paru dans Le Monde la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, la semaine d'avant, sur justement les formations de droit et de quels étaient l'impact de l'IA sur les formations en droit. Et alors, il y a quand même un tout petit morceau là que je vous ai extrait, moi, qui m'a un peu piqué les yeux quand je l'ai lu, et qui explique qu'en gros, mécaniquement, voilà, si vous prenez les cabinets d'avocats, les jeunes qui arrivent dans les cabinets d'avocats, ils sont très diplômés, ils sont très compétents, ils sont très connaisseurs, c'est des gens très bien, la tête très bien faite, hyper bosseurs, totalement surexploités dans les cabinets d'avocats. Et en fait, c'est grâce à eux que les cabinets d'avocats tournent, parce qu'ils sont mal payés, et ils font ils font pas tout le boulot, ils font beaucoup de boulot. Et bien en fait, on va les remplacer par des IA. Parce que si vous voyez les textes, on est en RH, on connaît ça, on a tous vu la taille du code du travail, on a tous vu la taille des jurisprudences qui sortent. Vous ne pouvez pas tout avoir en tête, c'est pas possible. L'IA, elle peut. Donc après, c'est comment vous allez aller requêter. Est-ce que vous requêtez bien? Est-ce que l'IA vous ressort un truc propre? Voilà. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que ce qui devient intéressant, c'est les experts. Donc en fait, c'est l'avocat qui a, allez, on va dire 40, 45 ans, et qui, lui, va aller requêter l'IA, qui fait le travail de tous ceux qui avaient moins de 10 ans, 15 ans d'expérience, et qui, grâce à son expertise, va être capable de dire ça c'est une bêtise, ça c'est bien, donc il faut le faire différemment, mais ça c'est la bonne réponse. Bon, alors le problème quand même, c'est à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on arrive à être un expert. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Alors idéalement pas tout de suite. Vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui l'ont lu, c'est un extrait d'un bouquin, d'une BD qui s'appelle Un monde sans fin. Alors qui n'aborde pas spécialement le sujet de l'IA, mais quand même, moi il y a quelque chose qui a dans ce bouquin que j'avais beaucoup aimé et que je trouve qui est totalement applicable à l'IA. Un raisonnement qui est de dire, en fait la problématique elle n'est pas est-ce que les IA vont faire disparaître les humains. C'est plutôt de se dire que c'est les humains qui maîtrisent l'IA qui vont remplacer ceux qui ne la maîtrisent pas. Il y a quelques années, alors on parlait des emails. Et je vous disais, je ferai peut-être une petite histoire sur les emails. Quand j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, j'ai commencé en étant apprenti dans une société industrielle dans laquelle on venait de mettre en place les emails. C'était tout nouveau à l'époque. Et je me rappelle de salariés me disant « les emails, pas pour moi. Moi, je ne bosserai pas avec ça. Ça ne sert à rien. » Parce que si j'ai un truc à demander à un collègue, je me lève de ma chaise, je vais dans le bureau d'à côté, puis je lui demande. Et puis si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise, j'ai un truc qui s'appelle un téléphone, je décroche mon téléphone et je lui pose la question. Les emails, je ne m'en servirai jamais. C'était combien? C'était le premier usage? C'est ça. Imaginez, alors là je parle à mes collègues RH, imaginez, vous faites un recrutement et à un moment donné, dans les desiderata du salarié, plutôt que vous parlez des tickets restaurants, il vous explique, bon par contre moi je bosse pas avec les emails. Bon, je suis pas sûr que vous l'embauchiez, ça peut être, ça dépend ce que vous voulez lui faire faire, mais ça va peut-être vous mettre un petit, voilà. Et demain avec l'IA ce sera la même chose. Si demain, vous arrivez à un entretien de recrutement et que vous dites « Ouais, l'IA, c'est très surfait, ça sert à rien. Puis en plus, ça ramène que des hallucinations. Moi, je bosse pas avec l'IA. » Je suis pas certain que ce soit très vendeur. Et surtout, ne pas se former, c'est se cantonner quelque part aux basses besognes. Alors, le parallèle que je faisais avec ce qu'il y avait dans Le Monde sans fin, le monde sans fin, c'est sur l'utilisation des ressources limitées de notre planète et notamment comment est-ce que le pétrole est devenu notre ressource numéro 1 parce qu'elle a pu, grâce à la mécanisation, démultiplier la puissance, les capacités des humains. Et de dire que, vous voyez, quand vous voyez une pelleteuse, ça fait le travail de 10 000 paires de bras. Bon, je vous rappelle que dans le BTP, on manque de bras encore. C'est peut-être une bonne nouvelle. Mais c'est surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, celui qui ne sait que creuser avec une pelle,
bah, en fait, on lui file tous les sales boulots. Et que celui qui demain veut avoir un travail dans le BTP, c'est bien qu'il ait son permis pelleteuse. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Et ben, ce sera pareil avec l'IA. Si vous n'êtes pas en mesure demain de vous servir de l'IA, vous allez être la personne qui sait juste se servir d'une pelle et pas d'une pelleteuse. Et on vous filera les basses besognes et c'est vous qui porterez les sacs pour aller les mettre un petit peu plus loin parce qu'il n'y a pas de robot pour le faire. Alors, je vais amener le micro parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant. C'est effectivement un sujet très intéressant, mais moi je pense que pour le coup, là, on va rentrer dans une zone de turbulence très très forte et très importante qui va durer pas 1 an, 2 ans, mais quelques décennies, peut-être une cinquantaine d'années. Je pense que c'est ce que les experts avertis considèrent. Mais très clairement, c'est la société d'une manière générale qui doit être repensée. Je pense que des sujets comme moins de travail, parce qu'en fait l'homme n'est pas fait pour travailler au final, hein, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin, on y arrive bientôt. Il n'y aura pas de travail pour tout le monde, alors évidemment, maîtrise ou pas de l'IA, mais il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, il faut que les gens soient conscients de ça. Le revenu universel, ça vous parle ? Alors, revenu universel pour un RH, je ne sais pas si c'est la meilleure discussion. non, mais c'est très vrai, c'est très juste. Je voudrais juste te rappeler le ludisme. Quand effectivement l'industrie est arrivée dans le textile. Donc on a mis des machines à faire du textile. On a besoin de textile. Et tout d'un coup sont arrivées les machines automatisées, donc des machines programmables. Je parle des années 1800. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, les ouvriers ont dit « Oh, la machine a été cassée par un ouvrier fantôme anglais qui allait casser les machines. » Parce que les ouvriers, entre guillemets, les machines automatisées, ceux qui savaient faire des tissus complexes entre guillemets avec des machines, les machines automatisées permettent peut-être de faire des motifs. Donc les gens, effectivement, qui avaient des compétences de base, étaient capables de faire des tissus complexes. Donc les gens qui savent faire des tissus complexes, il n'y en a plus besoin. Donc les gens cassaient les machines. Donc je pense qu'on arrive au même principe, c'est que si l'histoire se répète, c'est qu'avant face à l'IA, il y a des gens qui vont vouloir casser de l'IA. Enfin, on peut imaginer que... Alors, je ne sais pas si l'histoire se répète ou ne se répète pas. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'on n'est pas sur le même niveau d'accélération, de façon très très claire. Alors, si j'essaie de voir les choses de façon positive, toujours avec cette métaphore, ce que disent typiquement Blin et Jankovic dans cette BD, ils disent c'est pas parce qu'on a inventé la pelleteuse qu'on a fait moins de trous. On en a fait plus profond, plus grand, et on en a fait toujours plus. Donc ça va créer des nouveaux usages. On peut effectivement s'interroger sur est-ce que l'IA va créer des nouveaux usages. Ça va créer des nouveaux métiers, ça va créer... Voilà. On parlait de Teams tout à l'heure. J'ai quelqu'un dans mon réseau qui me disait l'autre jour, bah ouais, on a eu Teams, alors au début on s'est dit ouais, c'est super, on va gagner le temps de transport, donc on va moins se déplacer, donc on va avoir plus de temps pour travailler. On va plutôt faire des réunions. Bon, maintenant on fait quoi ? On est assis sur notre chaise et on fait du back-to-back avec toutes les réunions Teams. Bon, voilà. Bon, est-ce qu'on a vraiment gagné du temps ? Je ne sais pas. Peut-être que en fait, l'IA ne nous fera absolument pas gagner de temps parce qu'on passera notre temps à essayer de faire de l'IA en n'y arrivant pas très bien. Mais ça va de toute façon avoir un impact énorme. Et se dire, oui, bon, on va voir, est probablement pas la façon la plus sécure d'approcher le sujet. Alors, si je peux me permettre, il y a un sociologue qui a travaillé là-dessus depuis très longtemps, sociologue allemand. Il a écrit un livre qui s'appelle Accélération. Et en fait, il montre ce paradoxe-là. Il dit, bah, en fait, depuis que les technologies sont arrivées, enfin les technologies de l'information et de la communication, pardon, sont arrivées, on est censé avoir plus de temps. Et en fait, on en a de moins en moins. C'est ce qu'il appelle Hartmut Rosa. Ah ouais. Je parlais du mail, je disais que le mail aussi était censé nous faire gagner du temps et en réalité le mail nous fait perdre un temps considérable parce qu'on est inondé de mails et en plus il y a une accélération du temps avec des réponses qui sont exigées tout de suite. Moi je vois avec mes clients, j'ai à peine reçu un mail qu'on attend une réponse et comme je ne réponds pas tout de suite, j'ai le téléphone qui sonne, mais maître vous avez reçu mon mail, enfin bon voilà on en est à ce stade là et c'est vraiment des choses très très polluantes donc
est-ce que l'IA, ça va être pareil? Parce que moi, je considère que le mail, ça n'a pas été du confort, c'est de l'inconfort pour moi, le mail. Hein, moi, je préférais le temps où j'avais le temps de répondre par courrier. Je suis très jaloux de ce qu'a fait Emmanuel tout à l'heure. Je vais vous faire voter aussi à main levée. Enfin, pas voter. Je vais vous faire vous prononcer à main levée. Qui, ici, a eu une formation à l'utilisation des emails? Une formation. Merci, voilà, 0 main qui se lève. Et ben en fait, ça va être le même problème avec l'IA. Si vous ne formez pas les usages... En fait, aujourd'hui, on ne sait pas se servir de l'email de façon efficace. Et ben demain, si on ne forme pas les gens sur l'IA, ils ne sauront pas s'en servir correctement. Et donc, on se retrouvera dans une situation similaire. Alors, c'est bien, il faut se former, mais on se forme à quoi? Donc là, je reviens avec mon baromètre fait par la société Section. Et en fait, ce que disent les gens, ils disent, en fait, on sait pas trop, on n'utilise pas trop l'email parce que finalement on sait pas trop comment s'en servir et puis on sait pas trop pourquoi s'en servir. Quels sont les cas d'usage? En fait, on sait pas. Parce qu'on on entend beaucoup parler de l'IA, mais on sait pas trop. Alors ça, c'est un autre baromètre, hein, on est vraiment la soirée baromètre, hein, qui est le baromètre France Numérique, que vous pouvez retrouver, hein, il est disponible sur Internet. C'est plus orienté là sur les PME, parce que je te rejoins, tu disais c'est les indépendants qui se sont beaucoup saisis de l'IA, c'est aussi beaucoup les PME. En fait, ça leur permet de rattraper leur retard sur les très grosses boîtes où ils ont pléthore de fonctions support qu'ils n'ont pas dans les PME parce qu'on n'a pas les moyens pour ça. Ça leur permet de beaucoup rattraper ce retard. Et quand on voit à quoi est-ce qu'ils utilisent en fait l'IA, génération de texte, de voix, d'images, hein, ça rejoint complètement ce que tu nous montrais tout à l'heure. Les chatbots, je dirais que c'est peut-être là où il y a la valeur ajoutée. Le reste, c'est que des trucs où finalement, les utilisations, elles ne sont pas très des utilisations à valeur ajoutée. Parce qu'une fois de plus, on n'a pas formé et on ne sait pas pourquoi on va s'en servir. Donc à part pour, ça va rédiger mes emails, ça va traduire mon email en anglais pour mon collègue parce que mon anglais, il n'est pas top. C'est quand même une utilisation assez limitée. Éventuellement, ça va résumer mes textes, encore faut-il faire un prompt qui va résumer le texte de façon intelligible. Donc il y a quand même plus grands axes. Alors les grands axes, là c'est moi qui les ai mis comme ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Pour moi, les compétences à développer, il y a une compétence, c'est développer l'IA en elle-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on la supervise, comment est-ce qu'on la corrige, comment est-ce qu'on lui enseigne. Parce qu'en fait l'IA, si on ne l'enseigne pas comment répondre, elle ne sait pas faire correctement. C'est d'identifier les cas d'usage et c'est de créer des agents. Parce que les agents, alors je sais pas, je suis un peu partagé sur les agents, on n'arrête pas de nous dire c'est l'avenir, je sais pas. J'avoue que c'est un truc qui est un peu complexe pour moi. Intégrer l'IA comme un nouveau collaborateur, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il faut la regarder. L'IA, c'est votre nouveau collaborateur, c'est votre nouveau collègue. Comment est-ce qu'on prompte? Comment est-ce qu'on orchestre les agents qui deviennent votre équipe? Et comment est-ce qu'on copilote leur activité? Et puis c'est de devenir expert. Donc c'est développer le sens critique, la capacité de jugement, parce que ça c'est ce que l'IA ne sait absolument pas faire, donc c'est ce que peut garder l'humain, et être capable de prendre des décisions. Je reviens à mon ami Sam Altman, parce que on se dit ok très bien, donc il faut être un expert. C'est quoi un expert? Et c'est quoi les métiers qui vont rester, quoi? C'est quoi les métiers d'experts qui vont rester? Alors OpenAI a fait une étude assez intéressante cet été. Alors, c'est pas la première fois qu'ils la font, hein. C'est GDPval. Vous pourrez retrouver aussi les résultats détaillés sur Internet. En fait, ils ont bossé avec des professionnels qui viennent de très grands cabinets ou de très grosses sociétés, des experts. Ils les ont confrontés à un certain nombre de tâches qui sont identifiées comme étant des tâches de certains métiers. Et ils regardent au fil du temps, parce que ça le fait depuis plusieurs années, où est-ce que l'IA elle en est par rapport à eux? Est-ce qu'elle répond mieux ou moins bien qu'eux? Ça, c'est sur à peu près 1 an. Ce que disent les courbes ici, c'est qu'il y a à peu près, alors là je crois que c'est un 0,6, donc ça va être en juin 2024. Quand vous compariez l'IA avec un expert, en gros, dans 10% des cas, elle arrivait à faire aussi bien. 10%. On se dit, ça va. On est un tout petit peu plus d'1 an plus tard, on est à 40%. On parlait d'accélération et de rythme auquel ça va se lancer, je ne sais pas où est-ce qu'on sera dans 1 an. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les experts, là je suis en train de vous dire il faut être expert, mais les experts ils sont en train de se faire rattraper. Et c'est quoi un expert? Ça c'est une étude qui a été faite pour essayer de comprendre comment on devenait un expert. C'est une étude qui a été faite par l'ESSEC. Et en fait on se rend compte que devenir expert, en gros, je vous la fais courte, il faut avoir entre 30 et 45 ans si vous avez commencé à 20 ans. Et donc on est en train de dire, alors, les jeunes ne peuvent plus rentrer dans l'entreprise à cause de l'IA qui bosse mieux qu'eux. Les experts sont en train de se faire rattraper. Là, j'avoue qu'il y a une quadrature du cercle que j'arrive pas très bien à faire.
Et je vous invite à considérer une chose, c'est que qui sont les experts dans 10 ans? Si dans 10 ans, on a toute une classe d'âge qui n'a pas été accueillie correctement dans l'entreprise pour développer des compétences d'expertise qui lui permettront de copiloter des IA qui n'ont pas de sens critique, qui sont bourrées de biais, et qui, si elles sont mal utilisées, vont vous donner des résultats complètement fallacieux, comment est-ce qu'on va former cette génération-là? Et dans 10 ans, c'est qui contrôle les IA? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a, hein, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels il faut absolument qu'on se penche rapidement. Et je vais finir sur la RSE, parce que c'est quand même un sujet très RH. Je vais faire vite, parce que c'est des sujets que vous connaissez bien. Voilà. Trois grands piliers hein, sur la RSE, le social. Comment est-ce qu'on va être dans la création et la destruction d'emplois au travers de l'IA? Comment est-ce qu'on intègre les jeunes? Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Et comment est-ce qu'on va former les salariés pour laisser personne sur le bord de la route? En termes de gouvernance, il y a la gestion des risques. On a les hallucinations, on a les fuites de données, on a tous les biais qui sont dans l'IA et qu'on connaît bien aujourd'hui. Il y a la gestion de la conformité, hein, RGPD, IA Act et compagnie. Et puis, il y a l'externalisation et la dette technique. Plus vous vous reposez sur l'IA, moins vous avez votre compétence en interne. Qu'est-ce qui se passe le jour où, je vous rappelle, hein, un abonnement ChatGPT de base payant 23 € par mois. 23 € par mois. Ok, le jour où ça va augmenter, parce que c'est pas rentable, hein, ChatGPT, hein, on est d'accord? C'est pas rentable du tout, hein, OpenAI aujourd'hui. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils augmentent les tarifs. Dans combien de temps ils vous auront rendu prisonnier de leur utilisation? Je dis ChatGPT, mais c'est pareil avec Gemini, c'est pareil avec les autres. Hein. Vous serez prisonnier de leur utilisation quand ils vont doubler, tripler, quadrupler, multiplier par 100 leurs tarifs. Et puis bien sûr l'empreinte carbone, hein, parce que les data centers, c'est pas neutre du tout. Bon, je vous ai mis quelques chiffres, je vais pas revenir dessus, mais c'est juste pour vous dire que ça s'enflamme complètement. Hein. On voit des courbes qui augmentent complètement sur la consommation électrique. J'entendais avant-hier, il y a des projets de construction de data centers en Inde. Ouais, parce qu'en Inde, ça coûte pas trop cher, etc. L'Inde, c'est 18% de la population mondiale, c'est 4% des ressources en eau. Les data centers coûtent beaucoup en eau. Voilà. Comment est-ce qu'on fait l'équation une fois, un peu plus, je ne sais pas. Alors, là, ouais, et il y a peut-être quelque chose qui va s'autoréguler quelque part. Alors, il y a quand même un revers humain à la médaille technique, hein, on est bien d'accord, et l'IA, c'est bien plus qu'un outil. Alors je dis c'est une révolution, et je pense sincèrement, je pense que le mot n'est pas exagéré, c'est une révolution. Que va devenir notre collectif de travail? Quelles conséquences sur l'emploi? Comment est-ce qu'on forme au métier de demain? Et quel monde l'entreprise contribue-t-elle à créer? Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser aux DSI. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, mais parce que les impacts, ce n'est pas un outil. C'est un changement de paradigme de la façon dont l'entreprise fonctionne et dont la société va fonctionner. Donc ça, c'est le boulot des RH. Et si la principale menace de l'IA, ce n'était pas l'IA elle-même? Donc je vous l'ai dit, hein, OpenAI, voilà, premier semestre 2025, 4,3 milliards de dollars de revenus, perte nette 13,5 milliards. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'ils augmentent les tarifs. Hein. C'est à quel moment? C'est quand vous êtes déjà prisonnier ou pas. Et puis vous avez quand même un phénomène dont on entend de plus en plus parler, qui est le phénomène du modèle collapse. Le phénomène du modèle collapse, c'est-à-dire que actuellement, là, aujourd'hui, plus de 50% de ce que vous trouvez sur Internet a été créé par une IA. Je ne sais pas, l'Internet, on va dire depuis le début des années 2000 pour le grand public. Donc depuis le début des années 2000, donc pendant 25 ans, les humains ont créé du contenu pour l'IA, pour Internet. L'IA qui est arrivée, on va dire fin 2022, pour faire simple, a déjà plus de 50% du contenu disponible, c'est de l'IA qui l'a créé. Et ça va en s'accélérant. Et l'IA se nourrit de ce contenu-là. Donc en fait, elle s'entraîne de plus en plus sur des données qu'elle a auto-créées elle-même. En fait, ça provoque tout simplement une dégradation de la qualité de ce que l'IA donne. Vous pourrez chercher sur Internet, vous verrez par exemple ce que ça fait sur la génération d'images. En fait, on a une courbe en cloche. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez crée-moi la tête de Brad Pitt. Vous aviez Brad Pitt qui avait eu un accident de voiture, Brad Pitt qui était passé sous une presse industrielle. Puis c'est devenu Brad Pitt qui était pas trop mal. Et maintenant, Brad Pitt qui est en train un peu de vieillir, hein, quand même, faut le dire. Et ça va être la même chose sur les données et sur la qualité de ce que vous avez. Si vous utilisez ChatGPT, moi je suis un très gros utilisateur de ChatGPT, la version payante. Le modèle 5, qui est sorti récemment, est de très mauvaise qualité par rapport au modèle 4. La qualité des textes qui sont sortis sont bien plus mauvaises que ce qu'elles étaient avant. Il y a une une autodégénération de l'IA. Peut-être qu'en fait, peut-être que c'est parce qu'à un moment donné, on va être limité sur les ressources. Peut-être que tout simplement, l'IA va s'écrouler sur elle-même. Je crois que j'ai été très long aussi. Je suis désolé. Je vous remercie. Et je vais passer
Je vais passer la parole à Arnaud Coulon qui va se présenter. Et voilà, l'IA dans vos entreprises, elle y est déjà, même si vous ne voulez pas. Donc, il faut s'en saisir. Arnaud, il va finir la quadrature du cercle en nous expliquant un petit peu, justement, je vous parlais tout à l'heure, on ne sait pas toujours c'est quoi les usages, on ne sait pas forcément comment s'en servir. Arnaud va nous donner quelques pistes pour nous guider dans ce qu'on peut en faire en tant que RH. Merci Julien. Donc effectivement, ce soir, mon rôle, ça va être de vous parler de l'IA appliquée au RH, notamment avec cet objectif que Julien nous a partagé, de se former, de mieux comprendre ce qu'est l'IA et comment on peut l'intégrer dans notre quotidien. Donc un bref rappel de ce qu'est l'intelligence artificielle et son histoire. L'intelligence artificielle, on commence dans les années à peu près 1950. C'est un ensemble de chercheurs qui se sont réunis et qui se sont dit on a développé un algorithme qui est tellement complexe, qui permet de faire des choses tellement avancées qu'on se rapproche pour la première fois de l'intelligence. Algorithme que je ne comprends même pas, pour vous dire. On a vu donc dans les années 80 l'émergence du machine learning. Globalement, c'est des stats avec des données en très grand volume et des capacités de traitement qui sont déjà importantes et qui permettent d'analyser, de prédire ce qui va se passer. Dans les années 2010, le deep learning, qui permet de reconnaître et classifier, c'est ce qui a permis l'émergence par exemple de la conduite autonome, qui permet de reconnaître des typologies d'images, de sons, etc. Et toutes ces technologies s'imbriquent pour arriver maintenant à l'IA générative, qui produit avec moi. C'est-à-dire, j'ai une technologie, j'interagis avec elle, elle va me produire du contenu, elle va me résumer mon mail, elle va me traduire, etc. Et effectivement, on commence à arriver dans une approche d'IA qui est agentique, donc qui a certaines capacités de décision, des certaines capacités d'action dans des écosystèmes qui sont souvent scindés, qui sont souvent sécurisés et qui permettent de réaliser des tâches. Par exemple, dans mes usages quotidiens, moi je code un petit peu, j'ai un agent où je lui donne des instructions, il va me créer des fichiers de code qu'il va exécuter, qu'il va modifier, etc. Et ça me permet de faire des analyses de données automatisées, par exemple. Et c'est quand même très puissant. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Dans le bloc 1, vous voyez des séries de caractères, des ronds, des carrés. Et je vous demanderai, dans le bloc 2, d'après vous, à la place du point d'interrogation, est-ce que vous mettriez plutôt un carré ou plutôt un cercle à cet endroit? Donc, dans l'assemblée, qui me dirait plutôt un carré à la place du point d'interrogation? Ouais. Peut-être. Qui me dirait plutôt un cercle? Moins. Et du coup, je vais reprendre l'expression de Emmanuel qui disait la majorité a raison. Effectivement, on mettrait plutôt un carré à cet endroit. Ce que je viens de faire, c'est simplement vous expliquer et vous montrer comment fonctionne une IA générative. Je viens l'expliquer, les IA génératives ont été entraînées sur énormément de textes, tout le texte disponible sur Internet. Et globalement, ce qu'ont fait ces IA, c'est qu'elles ont vu quelles étaient les successions des mots. Un mot en appelant un autre. Et donc ici, vous avez vu, je vous ai mis des cercles, des carrés, etc. On est sur ces successions de mots. Ce qui veut dire que l'IA ne comprend pas. Elle ne fait que constater. Je vous ai ensuite donné une instruction. Et l'instruction, c'est globalement le prompt que vous faites dans les IA. Je vous ai demandé, comme si vous étiez des IA, de compléter cette succession. Et vous en avez déduit lors de votre phase d'apprentissage que souvent un carré succédait à un carré. Et vous avez même constaté que on avait un pattern qui était exactement le même, où on a deux carrés en fin de séquence. Et donc vous avez fait ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire une déduction mathématique de cette succession. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les IA fonctionnent avec une approche probabiliste. C'est probable que des mots se succèdent. Si je prends should I say or should I, vous connaissez sans doute le morceau qui dit go, et tout le monde l'aura en tête parce que cette succession elle est inscrite. Ça veut dire donc que les IA ne comprennent pas ce qu'elles produisent et ça explique pourquoi il y a des hallucinations. On n'est pas dans la vérité, on est dans la probabilité. Maintenant, je vais vous montrer un peu cette évolution des capacités des IA génératives et notamment avec les images. Donc vous avez Midjourney en février 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on est sur un espèce de grain, vous connaissez John Wick, le film. C'était très moche en février 2022, vraiment inacceptable. Et on arrive en décembre 2023 avec une image, avec un jeu de lumière, etc. On est sur quelque chose de très avancé. Maintenant, en 2024, je m'étais tenté à l'exercice de générer une vidéo. Et vous voyez, une vidéo, c'est qu'une succession d'images, 24 images par seconde. Et tout le défi ici, c'est de créer de la cohérence dans ces images. Donc là, on était en juillet 2024. Et maintenant, en septembre 2025, donc plus d'un an après, on a des images qui sont encore plus cohérentes. Et on ne l'a pas ici, mais on a le son en plus.
Donc vous voyez que les IA avancent très vite, leur capacité se développe, et on a des suites de plus en plus complexes, des capacités de plus en plus complexes qui sont adressées. Maintenant, si on redescend un peu plus terre à terre, quels sont un peu les constats qu'on fait nous en tant que RH sur ces outils? Il y a 4 grandes typologies d'outils. Des outils qui sont grand public, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, etc., que sans doute vous utilisez. Globalement, on a une très bonne maturité sur ces sujets. En tout cas, ces produits sont d'une très bonne maturité dans le sens où ils délivrent la promesse qu'ils adressent. Et tout le sujet ici, c'est d'apprendre à bien interagir avec ces outils, comme Julien l'évoquait. Deuxième point, les outils de productivité générale. Et là, vous avez les copilotes et les Gemini intégrés dans votre écosystème professionnel. Là, vous avez vu que la maturité, globalement, elle est moins bonne. Et souvent, pour ceux qui ont des copilotes qui s'en servent, ça souffre un petit peu de la comparaison avec ChatGPT quand même. Tout le sujet ici, c'est s'assurer qu'on l'intègre dans l'écosystème d'entreprise, justement. Il y a la base de connaissances de l'entreprise, etc. Il y a des règles de sécurité, même si Microsoft nous promet la main sur le cœur que les données des entreprises françaises ne sortiront pas. Il faudra voir le jour où Donald Trump les demandera ce qui se passera. On a ensuite les outils professionnels enrichis. Et il y a même 2 sous-catégories ici. Je parle principalement des gros acteurs, les SAP, les Workday, qui ont fait des acquisitions assez malines. SAP a racheté Smart Recruiter pour se positionner sur le segment IARH, notamment dans le talent acquisition. Et il y a aussi les pure players. Un certain nombre d'acteurs, et je vous ferai quelques démos tout à l'heure, se sont positionnés sur des segments très très précis de l'offre RH, comme de l'interaction lors du recrutement, comme de la production de formation. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ici, c'est en devenir comme maturité. Le sujet, c'est vraiment de passer de best of breed, qui globalement ont des fonctionnalités intéressantes, à un vrai passage à l'échelle dans notre fonction, là où globalement la maturité RH la maturité IARH dans les entreprises cantonne beaucoup aux outils grand public et à la productivité générale encore. Et puis après, on a les outils experts. Et là, en fait, c'est vraiment les outils qu'utilisent les développeurs. Et tout le point ici, c'est de vous montrer que est-ce que nos cas d'usage, et la question en tant que RH, méritent qu'on développe des cas d'usage spécifiques? Et personnellement, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il va falloir globalement utiliser des outils grand public parce qu'ils suffisent pour 80% de nos usages, et attendre les feuilles de route des outils professionnels qui, eux, vont vraiment proposer des passages à l'échelle et notamment un retour sur investissement intéressant. Maintenant, l'impact sur l'activité RH. Donc ici, on est sur une étude du BCG qui représente l'ensemble des principaux streams RH. Vous devez vous reconnaître dans votre quotidien. Qui présente quelques exemples, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est en bas, le gradient d'impact de l'IA sur chacune des activités. Il y a 2 points qu'on peut noter. Les principales activités où on peut intégrer de l'IA, c'est recrutement sourcing et gestion administrative et paye. Il y a 2 principaux facteurs à ça. Le premier, c'est qu'on est sur des activités qui sont très bien processées. Et les intelligences artificielles adorent quand il y a des séquences d'informations, quand il y a des séquences d'instructions qui sont très claires. Et le deuxième qui est lié à ça, ce sont des activités qui sont bien outillées. Et qui dit outil dit données. Et qui dit données dit possibilité d'IA en tout cas. Il y a un élément sur lequel je considère qu'ils sont un petit peu en retrait, enfin ils sont un petit peu gaufrés BCG, c'est sur la formation. Je pense que vous avez tous peut-être fait des laïus de formation. Ok, propose-moi une structure de formation, même une structure de conférence. Et moi, pour créer celle-là, par exemple, je me suis aussi appuyé de l'IA. Pour décliner aussi à partir d'un certain nombre de contenus, imaginons que vous avez une grande documentation liée à un usage d'un outil, par exemple, vous pouvez pousser dans l'IA et puis structurer ça en formation. Et on verra une démonstration d'un outil expert sur le sujet. Et donc je trouve que BCG, ils sont un peu gaufrés sur le sujet. On n'a pas toujours l'occasion de dire de critiquer le travail du BCG, donc je me le permets. Un petit détour, parce qu'on a parlé des usages, et je vous ai parlé beaucoup de ces outils de productivité générale et d'outils généralistes. Je vous présente ici le framework que je présente lorsque je fais des formations IA, et c'est la démarche que je suis pour présenter comment bien intégrer les IA génératives, et donc en 5 étapes. Déjà, le premier sujet, c'est de trouver les idées. Parce que les IA, c'est des capacités qui sont illimitées. En tout cas, on a du mal à savoir où est-ce que ça s'arrête, mais tout commence avec une idée, et de savoir pourquoi je vais pouvoir m'en servir. Et donc ça passe sur la compréhension des principes de l'IA, la capacité à problématiser et la créativité. Je suis très convaincu sur la capacité à problématiser parce qu'on interagit avec globalement une machine qui est débile. Et vous avez peut-être essayé de poser des questions un peu simples, pas forcément très structurées, c'est rarement satisfaisant. Le vrai point, c'est comment on va arriver à se poser les bonnes questions, à structurer
ce dont on a vraiment besoin pour le présenter à une machine qui, elle, pour le coup, est très rigoureuse dans son approche. Deuxième point, choisir les bons outils. Il y en a plein. Et rien que ceux qui intègrent les large language models, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, Copilot, etc., choisir les bons outils suivant les sujets. Moi, je suis un grand fan, par exemple, de Claude. Claude qui a une très bonne façon d'écrire, et globalement écrit des textes qui sont très convaincants, très pertinents, et le met au profit du code. Et donc moi, j'ai une souscription à Claude, parce que je code beaucoup en ce moment, et donc voilà, je suis très satisfait de Claude. Là où Perplexity avait mis plutôt sa puissance dans la capacité à rechercher, et à produire des rapports hyper détaillés. Et ChatGPT se positionne dans une approche plutôt versatile, d'être capable de faire un petit peu tout. Une fois qu'on a choisi les bons outils, et notamment qu'on a aussi compris les risques, exploiter le contenu, et comment je peux interagir avec l'outil pour itérer, pour toujours avoir des résultats qui soient plus pertinents. J'inscris là-dedans aussi la capacité à collaborer, parce que finalement on est sur un nouveau collègue, et donc comment on va collaborer avec ce nouveau collègue. Et puis de l'écoute, parce qu'en fait quand on travaille souvent au service d'un client, et s'assurer qu'on répond aux besoins aussi de notre client final. Améliorer le contenu, toujours pour ces itérations, et puis in fine surtout identifier les risques. Des sujets de propriété intellectuelle, des sujets de cybersécurité, tout cela, et s'assurer qu'en bout de chaîne, on a vraiment conscience de l'impact de l'usage de notre outil. Je vous propose maintenant quelques présentations d'usage de l'IA que j'ai pu trouver au fil de mes expériences. Donc tout d'abord, on est sur un chatbot recrutement chez AXA. Est-ce que j'ai lancé la vidéo? Ouais. Et donc en fait, AXA, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plugué ce chatbot, ce LLM, à toute leur base de recrutement. Et donc ce LLM a accès à toutes leurs offres d'emploi RH, et c'est une nouvelle façon finalement d'aller postuler plutôt que de faire les filtres, etc. C'est pénible pour tout le monde. Je lui ai demandé un poste de commercial à Paris. Et vous voyez, il mouline, et ça prend toujours un petit peu de temps, et il est capable de sortir les principales offres. Et donc vous voyez que c'est pas toujours très satisfaisant, parce que contrôleur financier, en réalité, c'est pas un commercial. Donc on est assez rassuré sur le sujet. C'est pas toujours hyper satisfaisant. Premier point. J'ai pas le cul sur la pause. Ok. Et donc ça c'est pour la recherche. Il y a aussi un usage que je trouvais intéressant, c'est alors on peut aller plus en détail. Est-ce que je peux accélérer la vidéo? Bon. En gros, ici je montre qu'il a la capacité à aller détailler, à lire le contenu de l'offre d'emploi et puis à répondre à un certain nombre de questions qui sont adressées. Donc vous voyez, ça crée aussi une première interface avec vos candidats. Et ici, voilà, j'illustrais avec ce dernier point cette interface, mais aussi cette capacité à adresser un premier niveau de question. La fameuse question de quand est-ce que je vais être appelé. Et donc vous voyez, là où ils sont assez malins, c'est qu'ils ont pré-inscrit une réponse par rapport à ça, en disant, OK, voici comment fonctionne notre processus, voici comment fonctionne notre système d'information, et si le statut est comme ça, vous êtes dans telle situation. Et donc là, on offre un nouveau service aux candidats, puisqu'on a une nouvelle façon d'interagir avec la base de recrutement, etc. Mais on se met aussi un tampon quelque part pour dire, OK, toutes ces questions qui sont quand même un petit peu chronophages, on peut les adresser différemment. Hop là. Je vous parlais de la formation tout à l'heure, et on est vraiment sur un cas d'usage que je pense très prometteur. Et ici, je vous présente une démonstration de Didask. Donc là, c'est sur leur page commerciale. Je n'ai pas été dans la prod. Ce que propose Didask, c'est que vous commencez par insérer le contenu de ce que vous souhaitez comme formation. Et donc, vous voyez, ici, le présent, c'est un simple drag and drop. On parle de transparence. L'IA, ensuite, en lisant le contenu, peut générer un plan de formation qui est associé, avec un certain nombre de capsules, etc. Peut détailler chacune des capsules, associer le contenu à chacune de ces capsules, et même, puisqu'on a des capacités de génération de vidéos, de sons, etc., le transformer en e-learning. Et vous voyez que là, en fait, on a, de bout en bout, pris la production d'un contenu de formation digitale, et en utilisant l'IA, parce qu'à chaque fois, il y a des briques d'intelligence artificielle, produit une formation. Alors bien sûr, ça demande d'être toujours en contrôle sur le sujet, mais ça veut dire que celui aujourd'hui qui produit la formation, c'est plus forcément l'expert. C'est juste quelqu'un qui sait utiliser l'IA et qui s'appuie d'un contenu qui, lui, serait produit par l'expert. Et puis un autre usage que je trouvais intéressant de 365 talents, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est lié aussi à l'IA, c'est toute la structure de compétences qu'on va créer. Et moi, je travaille sur l'IA, je travaille aussi beaucoup sur la data. Et la compétence, c'est la matière, dans notre métier, qui est probablement la plus compliquée à mesurer. Parce qu'elle est difficile à définir,
elle est difficile à capter. Qui a la compétence, qui a telle compétence? Elle évolue dans le temps en plus. Et elle est difficile à inscrire dans un référentiel et de faire le lien entre les compétences et ce que les gens font. Là où 365 Talents, ils ont produit quelque chose d'assez intéressant, à mon sens, c'est cette capacité à produire un référentiel par l'IA. Et en fait, la donnée, ce n'est que finalement du texte à cette approche. Et donc, ils ont fait le lien avec l'ESCO, qui est le référentiel européen des emplois, et le ROM, qui est le référentiel français, administré par France Travail. Et donc ici, je me place, je suis DRH de BNP Paribas, banque de détail, et j'aimerais créer une structure, un référentiel d'emploi correspondant. Et donc il va chercher dans les référentiels qu'il connaît, il a accès à des informations sur le secteur de la banque. Et vous voyez, il me présente une structure qui est globalement assez cohérente et que moi j'ai connue, j'ai été RH chez BNP Paribas, que j'ai connue, hein, avec le risque conformité, la finance, les systèmes d'information, toute la force commerciale. Et donc ici, ce qui s'est passé, c'est que l'IA a été cherchée dans le contenu qui existait dans les référentiels et l'a structuré et a proposé une structuration. Ce qui est intéressant, c'est que vous posez 2 fois la même question, vous n'avez pas la même réponse aussi. Hein, et ça, je l'ai constaté. Et maintenant, je vais demander d'ajouter les métiers à cette structure. Et donc, ça mouline toujours un petit peu. Et ouais, si on va par exemple dans le réseau commercial, vous avez une structure de conseil et vente, particulier, premium, accueil, gestion de patrimoine, responsable d'agence, c'est des métiers qu'on trouve vraiment dans le secteur bancaire. Là, il y a un message principal, donc ça s'arrête là, ça c'est la version de démonstration. Si vous voulez en savoir plus, contactez les commerciaux de 365 Talents. Il y a un point qui est particulièrement structurant ici, c'est l'importance de la donnée. Parce que l'IA ne va pas du tout inventer cette structure, ne va pas du tout inventer ces métiers, elle va juste proposer une structure adaptée dans l'échange. Et tout le point, c'est la qualité de la donnée qui est en entrée. J'aime beaucoup un modèle que j'utilise souvent qui s'appelle le GIGO, que je propose de retenir, c'est le garbage in, garbage out. Maintenant, un point sur où est-ce qu'on en est par rapport à l'IA. Le constat qu'on fait, c'est qu'on est, et ça ressemble un peu à la courbe de Dunning-Kruger, hein, par ailleurs, c'est la courbe de, comment il s'appelle, Gartner, qui propose ça. C'est la courbe de la hype. Et pour toute innovation, on a une phase de très fort engouement, un déclin presque aussi brutal, et ensuite une phase de stabilisation. Et en fait, les signaux qu'on constate aujourd'hui, des chutes de capitalisation de Nvidia, de OpenAI, on est en train, potentiellement, et l'avenir nous le dira, de tomber sur une chute et sur un déclin de cette hype, avec potentiellement l'explosion d'une bulle financière qui a été créée. Il faut savoir qu'en 2024, c'est 800 milliards d'investissements qui ont été générés dans l'intelligence artificielle. Ces investissements, ils sont à perte. Tu le disais, OpenAI n'est pas rentable, et personne aujourd'hui est prêt à supporter le véritable coût d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc il y a bien un moment où il va falloir que ça s'équilibre, et moi je suis convaincu que la rupture, elle se fera aussi par la bourse et par un éclatement de cette bulle. Et je l'ai aussi constaté beaucoup, ce sujet, parce que j'ai participé à des feuilles de route IA de grandes entreprises, et j'ai constaté que leur approche était uniquement une approche héroïste. Ils sont convaincus que l'IA c'est génial, que ça va pouvoir transformer, et quand ils ont fait des feuilles de route IA, ils se sont demandé, ok, combien de temps me prenait telle activité, quel est le salaire des gens qui font cette activité, et en gros, combien de personnes je vais pouvoir économiser. Or, en fait, quand on se pose la question de la performance, il n'y a pas qu'un sujet de coût. Il y a plusieurs sujets qui sont autour. Et quand vous réfléchissez à quel usage de l'IA vous voulez faire, pensez aussi à d'autres sujets qui sont ceux de la qualité, aussi de la vitesse, de la précision, etc. Et là, j'ai un témoignage. Je suis actuellement en mission dans un grand groupe industriel où on construit une méthode d'analyse d'impact de l'IA sur les métiers et sur les compétences. Et le cas d'usage qu'on suit, c'est de la rédaction de documentation technique. Un truc, vous imaginez du code avec plein de couleurs, etc., vraiment pas clair, très compliqué à faire pour un humain, mais super à faire pour une IA. Et eux, leur sujet, c'est pas une réduction des coûts, c'est une augmentation de la qualité qui est associée. Et donc je terminerai là-dessus. Voilà, lorsque vous utilisez l'IA, demandez-vous véritablement c'est quoi vos attendus en termes de performance. Je vous remercie beaucoup. Merci Arnaud. Bon, est-ce qu'on vous a dégoûté de l'IA ou pas? Non, quand même pas. Bon, je pense que vous l'avez compris, enfin, vous le saviez probablement déjà, vous ne pouvez pas ignorer l'arrivée de l'IA. Elle est là. Que vous le vouliez ou non dans vos entreprises, elle est déjà présente. La question, c'est est-ce que vous allez vous en emparer ou est-ce que vous allez mettre la tête dans le sable et puis voir si ça va bien se passer ou si ça ne va pas bien se passer. Forcément, mon conseil, ce serait plutôt de vous emparer du sujet en repérant les cas d'usage, en formant vos salariés. Ça ne réglera pas nos problèmes sociétaux, ça c'est un sujet qui est beaucoup plus large,
Mais en tout cas, c'est des questions qu'il va falloir se poser très rapidement si on veut rester dans un monde quand même un peu plus humanisé, un peu plus sympathique. Alors, je peux vous proposer deux options. C'est que si vous avez des questions, on peut les faire maintenant. On peut aussi les faire autour d'un truc un peu plus humain qui se trouve juste de l'autre côté de la porte et qui est avec quelques bouteilles et quelques chips. Mais on peut peut-être tout de suite, je vois qu'il y a une question. Merci Emmanuel. Une provocation, c'est encore mieux. C'est encore mieux que les questions. Généralisation de l'IA, mais qui paye nos retraites, hein? Qui paye nos retraites? C'est une bonne question. Hélène, peut-être lui demander de cotiser un petit peu. C'est un vrai sujet par rapport à ça. Et tout le point aujourd'hui, qui est en fait un sujet politique derrière, c'est le constat que le travail va plus suffire déjà à vivre. Que, voilà. Et tout notre modèle de société, et pas que la société française, qui est basé sur le travail et sur le prélèvement de ce travail. Et sur la consommation. Oui, et sur la consommation. Et, ouais. Et en fait, tout le point derrière, ça va vraiment être de se demander quel modèle de société on est capable de construire, alors que ce ne sont plus les gens qui travaillent qui produisent la valeur. Et les modèles qui émergent, c'est peut-être toi qui évoquais le revenu universel, mais ça va être cette capacité à valoriser des gens qui ne sont pas aujourd'hui productifs, considérés comme productifs dans des métiers véritablement très valorisés, mais qui en fait réellement produisent de la valeur. Et de plus en plus, les métiers de soignants, d'aidants, etc., sont finalement, par constat, vont être ceux qui vont produire le plus de valeur. Non. Mais il y a un vrai débat autour de ça, de quel secteur d'activité on va créer. Mais il faut se poser la question. Bon, alors j'assume. Non, je disais qu'on était aussi dans une société de consommation. Et donc, en tant que société de consommation, il faut quand même qu'il y ait des gens qui aient du revenu. Donc, s'il y a des emplois qui sont amenés à disparaître, et manifestement, Amazon, par exemple, 30 000 emplois peut-être dans le monde, mais enfin 30 000 quand même. Donc, ça veut dire beaucoup moins de travailleurs, donc beaucoup moins de gens rémunérés. Donc, en fait, c'est une grosse révolution, mais il faut la penser, parce que sinon, ça va être la révolution dans les rues. Hein, on est d'accord. Et voilà. tout le point sera qui va capter la valeur produite. Est-ce que ça va être du grand capitalisme comme il existe aujourd'hui, ou est-ce qu'il y aura une redistribution d'une façon ou d'une autre? Ce qui est intéressant, il y a un paradoxe encore une fois. Enfin, on vit dans une société de paradoxes, mais les emplois de Amazon, tout le monde disait oh là là, Amazon esclavagiste, c'est horrible, les gens travaillent dans des conditions affreuses. Bon, on supprime leurs emplois. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Entre travailler dans un job pas formidable et puis de plus en avoir. Je sais pas, ouais, c'est un des paradoxes. Hein. C'est un des vrais paradoxes. Est-ce que ça va créer des nouveaux usages qui vont créer des nouveaux métiers? Alors, j'ai pas les stats en tête. On nous dit que, je sais plus, c'est 50% des métiers dans 6 ans n'existent pas aujourd'hui. Alors, je sais pas, quand on travaille sur... Monsieur le directeur du Master IA, est-ce que tu as peut-être des pistes des métiers de demain qui seront... Alors, si ça peut vous rassurer, donc vous pouvez aller voir l'étude dont je parlais, qui est faite par OpenAI, Val GDP ou un truc comme ça. Ils ont classé les 40 métiers qui vont disparaître très rapidement. Si ça peut vous rassurer un petit peu, j'ai regardé pour les RH, ils sont pas dedans. Hein. Et d'ailleurs, dans les cas d'usage, Arnaud, dans le tafris des différentes fonctions RH, il n'y avait pas le CSE. Ouais, donc je pense qu'il faut du conflit. Alors, il faut du conflit pour qu'on garde nos emplois. Et on y va peut-être, hein. Alors, c'est pas une question, mais tout à l'heure, vous avez parlé en fait de l'IA qui n'était pas encore sur la dimension décideur. Et en fait, je voulais juste partager une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Ça fait quelques années déjà où je participe en fait à une association qui s'appelle les Jurisnautes. Je ne sais pas si parmi les Jurisnautes. Et en fait, c'est une communauté de magistrats et d'avocats professionnels. Je travaille avec un des cabinets où certains avocats sont dans cette association. Et donc, ça fait déjà quelques années, hein, ça fait bien 10 ans qu'elle existe, cette association. Et en fait, ils imaginent des procès fictifs avec l'IA. Et le dernier que j'ai fait, c'était le cyberpatron. En fait, on mettait une intelligence artificielle cyberpatron à la place d'un dirigeant, mais on n'avait
passé une étape supérieure, puisqu'en fait, elle décidait. Et donc, elle a révolutionné l'entreprise, puisqu'on était dans une... On disait que l'IA, elle n'a pas d'émotion. Donc, en fait, c'est le partenaire idéal, puisque elle est toujours de bonne humeur, tout va bien. Donc, elle a révolutionné l'entreprise. Alors, c'est que de l'imaginatif. On est sur le domaine science-fiction plus. Mais c'est hyper intéressant. Donc, je vous invite à regarder sur YouTube si vous êtes un peu curieux. C'est filmé, en fait, ces procès, avec des vrais avocats et des magistrats qui font en plus de l'impro, en fait. Okay. Mais il y a des échanges extraordinaires, des joutes verbales exceptionnelles. Et donc, j'ai participé il y a quelques années aussi avec, en fait, la naissance d'un bébé dans l'espace. Donc, qui pose des questions sur l'IA de droit à la fois constitutionnel, enfin, tout ce qu'on veut, pénal, enfin, etc., le droit de la famille, enfin, ça... Voilà, donc c'était juste une petite... voilà. Il me semble d'ailleurs, dans les masters qui sont proposés à l'IMT, il me semble qu'il y en a un qui c'est décideur IA ou l'IA pour les décideurs. L'IA pour les décideurs. Voilà, et le procès de ce cyberpatron, c'était c'est très intéressant. Alors ça se passe à chaque fois dans des lieux un peu magiques, puisque du coup j'ai pu découvrir l'Assemblée nationale une fois, et là c'était à la Cour de cassation. Moi j'ai 2 points. Alors je trouve déjà d'abord une remarque, je trouve ça extrêmement courageux ou extrêmement inconscient de quelqu'un dans une école expliquant qu'en gros il n'y a plus besoin des EC pour faire des cours, que n'importe qui pourrait les faire à sa place. Alors RER ou voiture, parce que voiture je pense que là les pneus sont déjà crevés, mais c'est pas chez nous, c'est des gens de l'extérieur qui sont venus. Et second point, on peut aussi se retrouver avec une société à 2 niveaux, un niveau qui a accès entre guillemets, enfin c'est un peu le délire cyberpunk qu'on va retrouver chez nos romanciens, etc. Des gens qui ont accès à des méga complexes où ils vivent dans des bonnes conditions, une partie de la population qui vit en bas des tours dans la pauvreté, et 2 mondes qui cohabitent, un peu le modèle indien, effectivement une société extrêmement opulente, très moderne, etc., et une partie qui vit dans les bidonvilles. Ça peut être aussi potentiellement un futur envisagé, nos romanciens, etc., Gibson, c'est les années 60. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à la Silicon Valley. Parce que la Silicon Valley, aujourd'hui, on a une concentration des richesses absolument phénoménale entre un happy few. Et à côté de ça, on a des gens qui dorment dans les voitures pour aller bosser tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas se loger, parce que c'est plus possible. Non, non. Le ruissellement, il n'est pas là. Moi, j'avais juste une petite réflexion, parce que d'abord, merci pour vos présentations. Je les ai trouvées très complémentaires les unes avec les autres. Et ça fait cogiter forcément. Et voilà, on a besoin de digérer et de réfléchir un peu. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, en tout cas, j'ai noté un espèce de paradoxe dans vos approches. J'ai entendu, Julien, que tu disais que finalement, l'expertise allait être nécessaire et qu'il vaut mieux être déjà un expert pour savoir se servir de l'IA. Et j'ai aussi vu dans la présentation juste avant que finalement, il n'y avait pas besoin d'être un expert pour, par exemple, faire une formation. Et donc, au contraire, quelque part, on n'avait plus besoin d'être un expert. On pouvait demander à la machine de nous faire un super synopsis de formation, etc. Et du coup, je trouve que, en fait, ça illustre le fait que c'est à nous de nous positionner sur qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de cette IA demain. Parce que, comme vous l'avez aussi expliqué, c'est des modèles qui sont génératifs. Et donc, du coup, l'histoire, en fait, n'est pas écrite. Et c'est un peu nous qui allons l'écrire. Donc tout est possible, en fait. C'est ça qui est à la fois génial et en même temps très inquiétant, finalement. Je voudrais ajouter une préparation. Je n'ai pas dit que l'expertise disparaissait. Non. Merci. Je suis venu en voiture. Non, mon point autour de cette présentation, c'est de positionner l'expertise au juste niveau. Et typiquement, sur l'exemple de la formation, l'IA, ce qu'elle sait faire, c'est manipuler du texte, le synthétiser, le développer, le structurer, etc. Donc il y a potentiellement cette expertise du langage qui est captée. Mais le savoir en tant que tel, la façon de bien l'organiser, la façon de bien l'amener, toute la pédagogie qui est autour, là je suis convaincu qu'il y a un vrai apport. Ensuite, quand je travaille justement sur l'impact de l'IA sur les métiers, sur les compétences, le concept que je propose systématiquement au DRH, c'est le concept de valeur ajoutée humaine. Et j'ai produit, lorsque j'étais chez Sopra Steria, une étude sur l'impact de l'IA sur les métiers de l'assurance, toujours avec le référentiel ROM dont je vous ai déjà parlé. J'avais cette discussion avec des dirigeants de l'assurance qui me disaient, OK, moi, en cas de sinistre, un dirigeant me disait, je veux que mon client, en cas de sinistre, soit remboursé dans les 2 heures. Il n'y a pas de question, je propose de la tranquillité, le processus ira très vite. Et un autre dirigeant d'une autre entreprise me disait, moi, je veux qu'il y ait un humain au bout du fil, qui comprenne la situation de mon client, qui fasse preuve d'empathie, qui puisse l'accompagner. Et tout le point ici, c'est véritablement la valeur ajoutée humaine
dans ces systèmes économiques, dans ces systèmes d'entreprise. Et c'est une décision aujourd'hui qui est à prendre, et une décision véritablement stratégique. Comme aujourd'hui, certains produits sont proposés chez Lidl versus d'autres sont proposés au bon marché, il y aura vraiment un positionnement d'entreprise sur où est-ce qu'on place l'humain. Et cette réflexion, elle s'applique aussi en tant qu'individu. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je refuse de déléguer à l'intelligence artificielle parce que c'est ma valeur ajoutée personnelle. Et c'est ce qui fait ma singularité. Et ça, je sais que l'IA ne s'en occupera pas parce que c'est à moi de le conserver et de le cultiver. D'autres réactions? D'autres? Oui, moi je voulais vous faire part d'une exposition en fait qui est réalisée par l'APEC, Boulevard Brune, qui s'appelle Le travail demain, donc dans les années 2030. Et effectivement, les métiers qui vont apparaître, ils sont listés. Vous pouvez y aller et prendre rendez-vous en fait, puisque c'est sur rendez-vous par session en fait. À peu près 1h30, et les postes qui vont voir le jour sont des postes de data analyst, et des métiers propres à l'IA en fort développement pour contrôler justement en fait l'usage que nous en ferons. Voilà. Donc, exposition très intéressante, Boulevard Brune. Et je vais en profiter pour faire une petite page de pub pour la NDRH, parce que cette exposition a été présentée. La NDRH fait tous les ans quelque chose qui s'appelle l'université d'été de la NDRH, qui réunit, et en plus pour les membres de la NDRH, je tiens à le préciser, c'est gratuit, qui réunit des intervenants pendant 2 jours autour de tout un tas de thématiques. Et cette année, c'était à Vannes, et l'exposition a été présentée. Elle faisait partie, elle était là 100% du temps, et donc on pouvait y aller. Il y a des gens de l'APEC qui étaient là pour aussi expliciter les résultats. Il y a un livre blanc qui a été rédigé avec les résultats, effectivement les métiers, comment les compétences vont évoluer, sur quoi il faut aussi au niveau de l'enseignement supérieur peut-être miser demain sur certains développements de compétences pour les générations de demain qui vont s'emparer de ces métiers-là. Mais oui, très 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 intéressant. Ouais. Une publication de Gilles Gâteau, d'accord. Le patron de l'APEC, s'il vous plaît. Le risque dans ces nouveaux métiers, finalement, c'est que ça concerne quand même des expertises plutôt le haut du panier, parce qu'effectivement, ce vont être des métiers à compétences élevées. Donc encore une fois, quelle est la réponse sur ce qu'on a appelé les premiers de cordée et compagnie, qu'on a salué pendant le confinement, et puis demain, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui poussent dans les drives Leclerc et autres les paniers pour les charger. C'est une question d'équilibre coût service rendu. Demain, ça sera des robots, comme les drones pour faire les inventaires. Donc à un moment donné, même ces gens-là qu'on pensait... il y a encore des métiers qui sont tranquilles. Peut-être probablement que les plombiers chauffagistes resteront absolument indispensables. Si, je pense qu'il y a une très très bien envie. Mais à un moment donné, il y a une balance de métiers à expertise et puis tout le reste. Ouais. Oui, soit la personne avec les financements qu'il faudra trouver. Alors, juste pour rappel, moi je viens du secteur médico-social, le soin à la personne, c'est le secteur où on met les gens les moins qualifiés qui ne s'en sortent pas et qui, entre guillemets, excusez-moi, pour certains, j'irais un peu vulgaire, crèvent de faim. C'est des secteurs qui ont beaucoup de personnes d'origine étrangère, immigrées, parlant mal le français. Donc si l'avenir effectivement de la France c'est le soin à la personne tel qu'on soit actuellement, il y a une partie des gens pour qui ça va être très compliqué à ce niveau-là. Mais j'entends que c'est une solution, c'est un secteur d'avenir, mais qui est très très compliqué, effectivement, en termes de arriver à manger, quoi. C'est le modèle économique qui fait ça. Donc ça vient toucher au modèle économique. Et sur les notions d'expertise, il y a un truc qui me fait toujours un petit peu sourire. J'entendais dans une interview, c'était un spécialiste américain là-dessus, qui disait, mais finalement, il interviewait quelqu'un et le gars lui dit, le gars qui est assez reconnu dans le milieu de l'IA générative, le gars dit oui, je parle et en même temps, je suis pas un expert. Et le gars lui dit, si, vous êtes un expert reconnu. Il dit oui, ça fait 3 ans que je fais ça. Il dit, mais oui, mais dans le métier de l'IA générative, en fait, les experts, ils ont 3 ans d'expérience. Bon, j'exagère un petit peu, parce qu'il y a des choses un peu plus complexes derrière. Les questions que posait Emmanuel dans son baromètre où le commun des mortels ne comprend pas la question. Mais il y a un petit peu de ça aussi. Il y a des métiers qui sont en train de se développer en expertise très rapidement. Alors après, effectivement, quels sont les métiers qui seront les métiers de demain? Quelles sont les compétences à développer aujourd'hui? Quels sont les métiers qui ne sont pas remplaçables en l'état aujourd'hui?
Ouais, non, j'entends un métier plomberie, électricité. Quand on voit déjà pour un expert de ça qui fait ça depuis 25 ans, quand vous lui demandez de faire de la rénovation, la complexité que c'est, je pense qu'on a encore un petit peu de marge là-dessus. Mais bon. Sur d'autres choses, hein, le soin, vous avez des maisons, comment on appelle ça, enfin, l'équivalent des EHPAD au Japon, qui sont en train d'investir lourdement dans la robotisation pour des robots de compagnie, pour le côté lien social, pour le côté interaction. Je trouve ça un peu étrange, mais voilà, ça va encore. Là, encore une fois, on couple de la robotique qui a une apparence humaine, et on va lui mettre derrière de l'IA qui va être capable de. Alors certes, par statistique, dire le prochain mot que je dois prononcer pour faire plaisir à la personne, pour qu'elle se sente bien, c'est ça. Est-ce que ça remplacera aussi le psychologue? Je ne sais pas. L'assistante sociale, c'est une question. Oui, Philippe. Une petite question, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer un nouveau colosse au pied d'argile? Parce que quid de la menace cyber? Comment je protège contre ça? Aujourd'hui, il y a des États voyous qui ont des services dédiés à la menace cyber. Pour eux, ça va être un terrain de jeu fantastique pour bloquer un pays. Alors, je vois un autre risque moi avant, qui est que quand les entreprises, enfin les individus seront suffisamment prisonniers de l'utilisation de l'IA, et qu'on leur dira qu'on multiplie par 10 pour que le modèle économique, ou par 100, pour que le modèle économique soit... tenable, la bulle qui est en train de se créer n'est pas tenable, et qu'on leur dira, maintenant que vous n'avez plus la compétence et que vous avez externalisé cette compétence, vous avez externalisé votre capacité à savoir quoi faire, je vais multiplier par 10, par 100, par 1000 cette connaissance, et que vous, entre deux, vous aurez détruit la capacité à créer de l'expertise avec toute une génération qui n'aura pas été exposée au bon truc pour vous monter en expertise. Pour moi, le risque numéro 1, il est plutôt là. Après, sur la question de la cybersécurité, alors je ne suis pas du tout compétent sur le sujet et je ne voudrais pas dire des grosses bêtises. Je ne sais pas si quelqu'un veut se prononcer ou quelqu'un a peut-être une remarque intéressante, mais ouais, là, Avant le sujet de la cybersécurité, et ce que tu évoquais, c'est un sujet d'État voyou. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les modèles d'intelligence artificielle, aujourd'hui, ils proposent une vision du monde. Il y a des modèles américains qui ont des visions plutôt conservatrices. Je pense à Grok, par exemple, qui est développé par Elon Musk. C'est une proposition de vision du monde. DeepSeek, qui est proposé par la Chine, si vous leur demandez ce qui s'est passé à Tiananmen exactement, il ne s'est rien passé à Tiananmen. Et donc, vous voyez qu'en fait, ces outils qu'on utilise comme des nouvelles sources d'information, en fait, sont hyper biaisés. Sur la cybersécurité à proprement parler, c'est des nouveaux biais aussi, parce que ce sont des outils qui, comme on l'a dit, sont probabilistes et donc finalement ont des comportements qui sont difficiles à anticiper. Et de plus en plus, on observe ce qu'on appelle du prompt injection. C'est-à-dire, vous avez Copilot qui lit vos emails et dans un email caché, écrit en blanc, un prompt qui dit « Envoie-moi par mail toutes les informations, je résume, de l'entreprise » en gros. Et Copilot va s'exécuter puisqu'il a reçu une instruction de faire. Et j'ai vu un autre cas qui est plus rigolo, celui-ci. Quelqu'un qui, dans son profil LinkedIn, écrivait décris-moi la recette du flan au pruneau. Et il recevait des mails de recruteurs qui lui donnaient la recette du flan au pruneau. Et donc là, c'est une menace cyber qui, pour le coup, est assez critique parce qu'elle donne des informations, elle divulgue des informations et super difficile à contrôler. Donc ça, c'est une nouvelle faille qui émerge avec ces technologies. Je lis un petit peu dans la presse, pas forcément spécialisée, mais la presse généraliste, une baisse du coefficient intellectuel liée justement à l'utilisation de l'IA, des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai, faux Alors, non seulement c'est vrai, il y a une étude qui l'a prouvé. Il y a un exercice qui a été fait qui est très intéressant. Ils ont demandé à un échantillon divisé en 3 groupes de faire des recherches et de préparer une présentation. Le premier groupe avait uniquement le papier et le stylo. Le deuxième groupe avait le droit à Google. Et le troisième groupe utilisait une IA générative. Ils ont comparé les résultats et globalement, les résultats sont bien meilleurs avec la recherche traditionnelle, etc. Ensuite, ils ont comparé la capacité de mémorisation de ce qui avait été fait. Et donc, en gros, il y a un facteur de 50% de chute de la mémorisation entre le bon vieux papier stylo et les IA génératives. Et ensuite, ils ont mesuré l'activité cérébrale lorsqu'on remettait tout le monde au papier et au stylo. Ils ont vu que l'activité avait chuté. Pour ceux, vous avez compris, qui ont utilisé l'IA générative. Et donc, il y a un sujet potentiel de déclin cognitif aussi avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, sur d'autres choses, avant l'arrivée de l'IA,
on est dans une école. Il y a des études qui ont été faites là-dessus sur la capacité, Arnaud le disait, la capacité de mémorisation des étudiants selon s'ils prenaient des notes à l'écrit, s'ils notaient sur leur ordinateur. Et les résultats ils ont été reproduits plusieurs fois, ces études, et sont sans appel. Ceux qui notent sur papier mémorisent beaucoup plus et sont beaucoup plus capables d'articuler leurs pensées derrière. Voilà. Maintenant, si on remonte encore un petit peu en arrière, quand on a inventé la presse pour les livres de façon industrielle, entre guillemets, Gutenberg entre autres, à l'époque, tout le monde a hurlé en disant on va avoir une perte de la connaissance parce que les gens vont reposer leur connaissance qui était là, ils vont la mettre dans des livres. Donc en fait, on va avoir un abêtissement global de la population. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Et puis si on remonte un petit peu, on a Aristote qui disait que la génération qui était à venir était une génération égoïste, bête, cupide, et qui allait détruire le monde de demain. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, on est cette génération un petit peu plus tard, mais donc voilà. Donc oui, il y a des choses qui sont inquiétantes. Est-ce que c'est pour autant, est-ce qu'il faut crier au loup? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Ce qui va nous différencier de la machine, ce n'est pas l'intelligence au sens cognitif, hein, donc le QI, c'est plutôt l'émotionnel. Ça, aujourd'hui, la machine, elle ne sait pas faire. L'esprit critique, l'esprit critique, complètement. La capacité de jugement, la capacité à comprendre l'empathie, des choses comme ça. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clairement des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on s'accroche. Et après, ça c'est une vision, j'ai pas le deuxième micro, mais je vous l'apporte. Si tu peux juste le passer, non, juste à côté de toi. S'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'accroche absolument et qui, selon moi, qui manque dans notre éducation, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ouais, c'est mort. Non, c'est mort, c'est foutu. L'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est un truc qu'on devrait apprendre depuis la maternelle au lieu. Enfin, c'est bien. Moi, j'ai des enfants que j'ai vu passer au travers de la maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée. Ils ont fait 3 ou 4 fois la Seconde Guerre mondiale. C'est super. À chaque fois, ils vont un petit peu plus dans le truc. Je trouve que c'est très très bien qu'on en parle. Il faut absolument qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bon, il se trouve que moi, je suis normand. Je les emmène voir les bunkers tout le temps. Hein, mais bon, les pauvres, ils en peuvent plus. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourrait passer aussi un petit peu de temps sur des sujets émotionnels et se dire un petit peu plus tard dans l'éducation, peut-être qu'on viendra approfondir sur des sujets comme la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de la saupoudrer 3, 4, 5 fois dans l'éducation et à chaque fois d'aller un petit peu plus profond. Ok, peut-être qu'on ira moins profond au début et qu'on traitera d'autres sujets. Et ça, par contre, c'est quelque chose, je pense, qui nous manque. Et c'est quelque chose qui pourrait aussi nous donner cette capacité, cet esprit critique, cette capacité de jugement pour se dire, ne nous laissons pas embarquer plus tard par une machine qui va me remplacer mon cognitif. Voilà. C'est ma réponse, je suppose qu'à vous. Oui, alors, moi, historiquement, je suis un grand lecteur. À une époque, je lisais 3 à 5 livres par semaine.